Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va étudier la sédimentation. Comme vous savez déjà, la sédimentation occupe la troisième place après l'érosion et le transport. Ça vient la sédimentation, il y a les tarassob, et après la diagenèse. Comme on a déjà dit, l'érosion, c'est l'altération et la dégradation des roches qui nous donnent des débris ou des solutions, des éléments en solution, solubles. Puis le transport par le vent ou par l'eau. Ces éléments qui s'appellent sédiments se sédimentent, tatarassab, tawadda. Et puis, la dernière étape, c'est la diagenèse. On va étudier la sédimentation. Qu'est-ce que ça veut dire la sédimentation? Quels sont les facteurs responsables de cette sédimentation? Quels sont les milieux de sédimentation? Ça veut dire les différents types de sédimentation. Tout d'abord, la définition. Qu'est-ce que ça veut dire la sédimentation? C'est le dépôt des sédiments ou des éléments transportés dans des milieux de sédimentation. Ça veut dire que la sédimentation, c'est le phénomène au cours duquel les éléments transportés sont déposés dans un milieu. Par exemple, le désert, par exemple, le milieu marin, des fonds marins, pour nous donner des roches. Premièrement, on va parler de la sédimentation des éléments détritiques. Ça veut dire les éléments solides. On parle des éléments solides, le granoclassement vertical dans un lac. Ça veut dire dans un milieu où l'eau reste calme, ne bouge pas. La vitesse des courants est nulle. Pour cela, on peut mettre en évidence ce forme d'expérience. On utilise une éprouvette, on met un peu d'eau et un mélange d'éléments, gravier, sable et argile. Deuxième étape, on va mélanger le tout avec une tige et on le laisse reposer 1 heure après et on observe le résultat. On observe que au fond de l'éprouvette, on observe les graviers, les gros éléments. Ce sont des éléments lourds qui se déposent en bas. Puis les moyens, puis les légers, par exemple l'argile. Et en haut, on voit bien l'eau qui est claire. On peut faire une petite comparaison. Au début, on a vu que l'eau n'est pas claire. Il y a des éléments en solution, en suspension, qui subissent une sédimentation. Puis, on remarque finalement qu'il y a un granoclassement. Du bas en haut, les plus gros vers les plus petits en haut, c'est un granoclassement vertical. Et ça veut dire que dans cette sédimentation, dans des lacs d'eau, dans des bassins d'eau où l'eau ne bouge pas, les particules se sédimentent par granoclassement vertical. Le facteur qui est responsable, c'est la taille ou la masse des particules, du plus gros vers le plus petit. Conclusion, on conclut que dans les lacs d'eau, il y a un granoclassement vertical, c'est que les sédiments lourds, exemple les blocs, gélamides, graviers, sont déposés les premiers au fond, puis les sédiments légers, le khafifa, exemple sable, raml, l'argile, tin, la boue, sont déposés en haut.
C'est un granoclassement vertical dans un milieu aquatique comme les lacs. Ce type de sédimentation nous explique comment se forment des couches horizontales. Ce type de sédimentation nous donne la formation des couches horizontales, yani tabaqat ufuqiyya. Là, on voit bien un petit schéma, 3 couches, où on observe les gros éléments qui se déposent en bas, puis les moyens, puis les plus petits. C'est un granoclassement vertical qui nous donne des couches horizontales. يعني طبقات أفقية. Maintenant, on passe au granoclassement horizontal. Ce n'est pas vertical, mais horizontal, dans les courants d'eau. D'après le document 1, on voit bien que il y a une répartition des différents éléments ou sédiments de A vers B, les blocs, puis les galets, puis le sable, puis l'herbe, du plus grand jusqu'au plus petit. Quels sont les facteurs responsables dans ce cas? Le deuxième document nous montre qu'il y a deux facteurs, la vitesse du courant d'eau et le diamètre des particules. C'est la taille ou le volume de ces particules qui ont une influence dans ce cas-là. On répond ensemble à ces questions. Le document ci-contre représente un schéma du profil du cours d'eau, comme le montre le document 1. La première question, comment les particules sont-elles réparties de A à B? En amont, قمة الجبل, vers l'aval, le masab, l'asfal. La taille des particules diminue, comme on a dit, diminue de A à B. من الأكبر إلى الأصغر. diminue, انخفاض. القد ديال العناصر les blocs, جلامد, les galets, الحصى, sable, رمل, la boue, يعني وحل طيني. La deuxième question, comment nomme-t-on cette répartition des particules? بمعنى الآخر, donnez le nom de cette répartition des particules. C'est une sédimentation horizontale ou granoclassement horizontal. حسب ترتيب أفقي. La troisième question, pour mettre en évidence les agents responsables ou les facteurs responsables de ce granoclassement, on établit la relation, يعني علاقة, entre la vitesse du courant d'eau et des particules transportées. Une relation entre la vitesse et la taille des particules transportées. Le document ci-contre représente les résultats de cette étude. La question A, déterminer la vitesse nécessaire au courant d'eau pour qu'elle transporte les particules suivantes. On a des particules différentes, différents diamètres, 0,1, la petite de diamètre 0,1 mm, puis 1 mm, tout la dernière 10 mm. On nous demande de déterminer la vitesse nécessaire pour transporter ces particules. Là, avec une règle, on fait une projection verticale, puis une projection horizontale et on lit la vitesse, 5 cm par seconde. La deuxième, le diamètre 1 mm, de la même façon, une projection verticale puis une projection horizontale et on lit la vitesse 20 cm par seconde. La troisième, de diamètre 10 mm, on fait une projection
partir de 10 mm vertical, puis une projection horizontale et on lit la vitesse 100 cm par seconde. On observe que les différentes particules nécessitent des vitesses différentes. La petite nécessite une petite vitesse et la grande particule nécessite une grande vitesse. C'est la conclusion. On déduit que le transport des grandes particules nécessite une grande vitesse. La question c'est, en vous appuyant sur les questions A et B, déduisez les agents responsables ou les facteurs responsables du dépôt des particules. D'après les questions A et B, on déduit que on a deux facteurs, la vitesse, d'après le document, et le diamètre. On a deux facteurs. Le premier, c'est la vitesse du courant d'eau, سرعة التيار المائي. Le deuxième facteur, c'est la taille des éléments transportés. قد العناصر المنقولة. كما كنلاحظوا في le document 1, on a déjà vu, de l'amont vers l'aval, on a une répartition du plus grand vers le plus petit. La dernière question, D, expliquer la répartition des éléments de A à B en vous aidant du document ci-dessus. La réponse, les plus grands se déposent en amont, c'est vers A, du courant d'eau, alors que les plus petits se déposent en aval vers le point B, en aval, à une faible vitesse du courant d'eau. Là, on voit bien que le granoclassement horizontal se fait par l'influence de deux facteurs. La vitesse du courant, on voit bien la direction du courant d'eau, et la taille des éléments, le diamètre. Conclusion, on conclut que le long d'une rivière ou d'autres courants, oued, ruisseaux, il y a granoclassement horizontal, c'est-à-dire que la sédimentation des sédiments est répartie sous l'influence de la diminution de la vitesse du courant d'eau. Cela de l'amont vers l'aval. Du plus gros sédiment au plus petit, les blocs, puis les graviers, puis le sable, puis la boue de l'argile. On passe à la sédimentation du sable transporté par le vent. Dans le désert, les grains de sable sont transportés par le vent. Lorsque ces grains s'accumulent autour d'un obstacle, hajiz, gros cailloux, arbre, ils donnent une formation des dunes de sable. Comme le montre ce document, on a une dune de sable. On voit bien le sens du courant du vent, le vent qui transporte le sable, mais après avoir ôté un obstacle, gros caillou ou arbre, il s'accumule, dune de sable, c'est une sédimentation dans le désert. On passe à l'autre sédimentation, la sédimentation chimique. On a deux cas. La formation des évaporites, qui dépendent d'évaporation d'eau, et la formation du calcaire. Ce sont deux types qui nous montrent une sédimentation chimique. On commence par la formation des évaporites.
Dans la lagune, bassin d'eau salée, on a une lagune يعني حوض مائي مرتبط بماء البحر. Une lagune, c'est un bassin d'eau salée qui est lié en permanence avec l'eau de mer. Il subit l'action de la température, chaleur, puis il y a évaporation. Après, les éléments dissous, les sels minéraux dissous dans l'eau, se déposent. Ce sont des évaporites. Dans la lagune, bassin d'eau salée, lors de l'évaporation de l'eau, les minéraux solubles se précipitent sous forme de sel. Après l'évaporation d'eau, il y a formation des évaporites. Les évaporites. Exemple, le sel gemme, le gypse. Ce sont deux types de roches appelées évaporites. Le sel gemme يعني الملح الصخري في الطبيعة ثم le gypse نوع آخر من الصخور اللي كنسميوها évaporites. Elles se forment par l'action de l'évaporation de l'eau. Le deuxième document nous montre comment on produit du sel. Il dépend de l'action de la chaleur, le soleil pour faciliter l'évaporation de l'eau. L'eau salée s'évapore dans ces bassins, puis il y a disposition d'une couche blanchâtre, c'est le sel qu'on utilise dans notre cuisine. On passe à la formation des calcaires. Dans le fond d'une bouilloire utilisée pour faire bouillir de l'eau, on voit une formation d'une couche de calcaire. Là, on voit bien dans ce document une bouilloire utilisée pour chauffer de l'eau, mais il y a, après évaporation, un dégagement d'eau et CO2. Après un certain temps, on voit au fond de cette bouilloire un dépôt blanchâtre, c'est du calcaire. Le problème qui se pose là, comment se forme ce calcaire? Après avoir chauffé l'eau, les éléments qui sont dissous, par exemple le calcaire qui est en solution, à la shakl mahloul, se dépose au fur et à mesure après l'évaporation de l'eau et de CO2. On peut conclure que de la même façon, les couches du calcaire se forment dans les paysages géologiques. Cela explique qu'après l'évaporation de l'eau et de CO2, le calcaire dissous, le calcaire le moudab, dans l'eau, se précipite au fond sous forme des couches de calcaire. Le dernier type, c'est la sédimentation biochimique, c'est-à-dire l'influence des êtres vivants. Après la mort des végétaux et des animaux marins, leur squelette et coquille, formés de calcaire ou silice, on dit bien la silice, c'est une matière plus dure que le calcaire. Cette matière-là s'accumule et se dépose au fond de l'eau pour donner des sédiments biochimiques. Se forme de boue calcaire, après la mort, les squelettes, les coquilles se déposent, se dissouent, se forment de boue, s'accumulent, boue calcaire ou boue en silice. Il nous donne des exemples de roches, exemple les travertins. Là, on a un échantillon de travertins qui montre des traces de racines ou de tiges des végétaux.
les diatomites sont à l'origine des diatomées, ce sont des algues qui vivent dans l'eau marine. Le silex aussi c'est une roche sédimentaire mais d'origine biochimique, riche en silice. Et pour finir, les roches sédimentaires comme le travertin, les diatomites, le silex sont des roches sédimentaires d'origine biochimique. Merci à vous tous.